Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Panique Financement, la méthode de coaching express en 6 étapes. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour coacher quelqu'un qui est en galère de financement. Voilà, parce que c'est tout un déroulé de différentes étapes et il s'avère qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram en m'expliquant sa situation, je vous lirai son message juste après, et qui justement est en panique totale pour un financement. Et à chaque fois, je suis hyper embêtée parce que c'est juste impossible de répondre comme ça sur un message sur Instagram parce que en réalité, c'est plus d'1 heure de coaching à retravailler tout ça. Et je dirais même qu'il y a plein de choses qui doivent avoir été faites en amont. Et si jamais elles n'avaient pas été faites en amont, ça rend le truc encore plus compliqué. Donc c'est un vrai sujet. Et je me suis dit, pour la personne, je vais la rediriger vers cet épisode. Donc elle pourra s'auto-coacher et essayer de faire de son mieux par rapport à tout ce que je vais dire. Et voilà, donc c'est parti. Donc, alors je ne sais pas comment la personne s'appelle en plus. D'ailleurs, quand vous m'envoyez des messages sur Instagram et que votre pseudo est bizarre et je ne sais pas trop, il commence par JU, donc Ju. Je pensais peut-être que c'est une Julie, parce que ça a l'air d'être une fille sur la photo, mais peut-être que c'est pas Julie, c'est peut-être Juliette, c'est peut-être je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à signer avec votre prénom, parce que du coup, c'est plus sympa d'avoir un prénom. Bref. Donc, je vous lis son message. Salut Dorine, je suis une fidèle auditrice depuis fin mars de cette année. Je vous ai découvert un peu par hasard et j'ai adoré vous suivre pendant le challenge. C'était ma dernière semaine de congé mat avant ma reprise et j'ai convaincu mon mari qu'il fallait qu'on se lance dans l'achat d'immeubles. On avait déjà 3 biens en location pour pouvoir profiter de nos enfants, etc. etc. Bon, je passe les détails. Depuis, on a ciblé un immeuble à 190 000 € qui était affiché à près de 260 000 €. On a signé la promesse de vente mi-juillet. Et maintenant, on est un peu dans l'impasse niveau banque. On avait obtenu des simulations mi-juin, dont une très intéressante, et on était très confiants. Mais aujourd'hui, on n'a plus du tout la même chose. On nous demande un apport de 40 000 €, alors qu'on aurait voulu un financement intégral, sachant que pour l'instant, notre devis travaux est de 90 000 €, pour avoir un taux à 3,35% et un différé partiel de 3 ans. As-tu des conseils, s'il te plaît ? Alors, déjà, il y a 2 choses qui me font un petit peu tilt et qui sont un petit peu bizarres. D'accord ? Je vous dis juste mes 2 petits trucs qui me font tilt quand je lis le message et puis après, je vous fais la méthode en 6 étapes pour essayer de rattraper la situation. Alors, le premier point qui me turlupine, c'est quand elle dit on aurait voulu un financement intégral. Alors, il faut vraiment savoir qu'un financement intégral, c'est-à-dire genre à 110% avec 0 apport, c'est rarissime. C'est rarissime. Voilà. Nous, on a des records genre à 1 centime ou à quelques euros ou dizaines ou centaines d'euros, mais c'est vraiment des exceptions. Et c'est pas parce que je vous dis que dans le club, il y a des personnes qui arrivent à faire ça. De temps en temps, c'est rare, c'est pas du tout la majorité des personnes dans le club. Voilà, c'est des miracles, d'accord ? C'est des miracles, et en plus, ils ont été coachés par des ultra-pros du financement bancaire. Donc, en fait, tout seul dans votre coin, honnêtement, oubliez. Enfin, essayez, mais oubliez, d'accord ? N'ayez pas cette attente. Mais, en fait, je me suis dit, c'est ça qui est bizarre dans sa phrase, le deuxième point qui me turlupine, c'est qu'elle a écrit « Sachant que pour l'instant, notre devis travaux est de 90 000 ». Comme si, en fait, elle ne faisait pas financer ses travaux. Tu vois, comme si elle voulait un financement intégral pour acheter le bien et financer elle-même les 90 000 de travaux. C'est ça qui n'est pas clair. Parce qu'évidemment, on demande toujours le financement avec travaux. D'accord ? Il faut venir avec les devis à la banque. Bon, bref, c'est juste les 2 points qui me turlupinent. Et maintenant, on va passer à comment je ferais si jamais j'avais cette Julie, je ne sais pas si elle s'appelle comme ça ou pas, en coaching. Alors, la première étape, si jamais je l'avais en coaching, premièrement, on ferait un point sur le bien. D'accord ? Moi, j'aime bien me poser d'abord la question, attends, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on se casse la tête ou est-ce que tu es en train d'acheter un bien pas rentable ?
Donc ça, c'est la première question qu'il faut se poser, d'accord ? Est-ce que ça vaut la peine de s'arracher les cheveux pour un financement alors que parfois, je peux me retrouver en coaching, la personne me présente le bien et je me dis non mais en fait c'est une catastrophe, ça va pas du tout, ça va pas être rentable, c'est quoi tes objectifs, ça colle pas à tes objectifs, etc. Bon, donc ça c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que le bien est vraiment bien, d'accord ? Sans mauvais jeu de mots. Ou est-ce que c'est entre guillemets une précipitation et puis du coup vous vous retrouvez à acheter un bien qui en réalité n'est pas si rentable que ça. Comment je sais si c'est rentable ou pas ? C'est-à-dire que vous faites vos scénarios avec travaux, vous faites attention de bien les estimer, bref tout ça. Donc on revérifie tout et on vérifie que c'est à cash flow positif dans vos simulations. Et ça, il faut vraiment en être sûr. D'accord ? Il faut vraiment en être sûr, il faut maîtriser la fiscalité et tout vérifier et être sûr de ça. Donc ça, c'est la première étape que je ferai. J'espère ou pas en tout cas, j'aimerais que tu te reposes la question, que tu revérifies tous tes calculs et que tu sois sûr que c'est une bonne affaire. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant qu'on part du principe que c'est une bonne affaire, ça veut dire qu'on veut l'acheter. Ça veut dire qu'on va se donner les moyens et trouver toutes les solutions possibles pour l'acheter. D'accord ? Donc maintenant, on passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est que j'aime bien essayer de comprendre quel est l'historique bancaire de la personne. Parce que là, comme ça, juste parler, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour trouver un meilleur prêt ? Je dis, attends. Déjà, on parle de quoi comme dossier ? D'accord ? C'est quoi ton historique ? Est-ce que tu es, je sais pas, est-ce que tu es salarié avec ton conjoint ? Est-ce que vous êtes entrepreneur ? Est-ce que vous avez un bon profil ? Est-ce que vous êtes des super bons élèves ? Est-ce que vous mettez de l'argent de côté tous les mois avec un virement automatique pour montrer que vous êtes plus qu'à l'aise ? Est-ce que vous avez des belles économies de côté ? Est-ce que d'ailleurs vous ne flirtez jamais avec le découvert ? C'est hyper important. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui était commercial et qu'en fait, du coup, pas commercial, mais qui était en tout cas souvent en déplacement. Puis elle me disait, ah oui, non, mais moi j'ai du découvert, mais c'est normal parce qu'en fait, mon employeur me paye les frais de déplacement en retard de phase. Donc moi, je dois avancer les frais. Donc en fait, tous les mois, je suis à découvert à chaque fois. Mais c'est normal parce qu'en fait, mon employeur, il me paye trop tard mes frais de déplacement. Je dis, oui, mais en fait, je m'en fiche, en fait. Je m'en fiche de ton excuse, en fait. Il n'y a pas de découvert. Il n'y a jamais de découvert. Donc, soit tu rajoutes plus d'argent pour que tu aies un fonds de roulement, c'est-à-dire un stock de trésorerie qui fait que tu n'arrives jamais à négatif. Donc ça, je ne sais pas. Toi, je ne sais pas quel est le profil bancaire de cette personne. Et est-ce que, dernière question aussi que j'ai envie de me poser, est-ce que tu as des placements exotiques ? Est-ce que tu as vraiment tout ton argent qui est placé sur des supports traditionnels, dans des banques traditionnelles ? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui a investi via des néobanques, via Trade Republic, tu as un compte Revolut, un machin, tout ça c'est des red flags pour les banques. Donc ça en fait c'est le travail qu'on fait en amont d'aller voir le banquier. Et tout ça, si jamais vous le faites, ça va être des points rouges, des points noirs, peu importe quelle couleur vous voulez leur attribuer à ces points, mais des points qui vont poser problème. D'accord ? Et c'est important, moi c'est ce que je ferai en coaching avec cette personne, c'est de voir en fait, ok, est-ce qu'il y a des red flags là ? Est-ce qu'il y a des problèmes qui peuvent être la cause du fait que c'est galère et que ça va être en plus compliqué de rattraper le coup ? C'est possible encore de rattraper le coup sur certains trucs. C'est sûr que si tu es en découvert pendant les 6 derniers mois, peu importe, des problèmes qui sont compliqués à changer, peut-être que tu as des problèmes qu'on peut encore corriger. Donc ça c'est le deuxième point. D'accord ? Donc ça c'est... Posez-vous vraiment la question, est-ce que vous aviez un bel historique, un beau dossier, et tout ce que je vous ai dit, ça vous est paru évident, et évidemment, vous n'avez pas de compte Trade Republic, et évidemment, vous n'avez pas de compte Revolut. D'ailleurs, si vous avez un compte Revolut et qu'il n'y a pas grand-chose dessus, limite, n'en parlez même pas à la banque, il n'existe pas ce compte. Lui dites même pas que vous l'avez, c'est pas besoin de le dire, c'est juste, ça vous met des bâtons dans les roues, ça sert à rien. D'accord ? Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Maintenant qu'on a fait un check sur l'historique, pour vérifier qu'il n'y avait pas des problèmes, la troisième étape du coaching, ça serait de regarder quel est le dossier que vous présentez quand vous arrivez auprès des rendez-vous bancaires. C'est-à-dire, nous, systématiquement, on encourage vivement, enfin même je dirais même on oblige les membres de notre club à venir avec un document qui est selon un modèle prédéfini que l'on leur donne et qu'on refuse qu'il ne soit pas dans le modèle. Parce qu'on a déjà vu des gens qui partent sur des modèles à leur sauce et en fait ça ne marche pas. Donc le top du top, c'est d'avoir un modèle. Le modèle, en résumé, il est très simple. C'est vous présenter qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, votre situation financière, votre patrimoine, votre projet. D'accord ? C'est un peu les étapes, grosso modo, de ce qu'on tient. Bon, alors là, je l'ai fait de tête. Peut-être que j'oublie une étape, mais
En gros, c'est ça. C'est vous poser les choses pour que la personne, elle comprenne votre profil. Mais il faut bien comprendre que le banquier a une logique de banquier. Il n'a pas une logique d'investisseur. Et l'erreur typique dans les dossiers de présentation, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on doit faire un dossier pour montrer que son projet est rentable. Comme si tu allais devoir convaincre un investisseur en face. Ce n'est pas du tout ça un dossier bancaire. Un dossier bancaire, il est là pour convaincre un banquier. Il n'est pas là pour convaincre un investisseur. Et le banquier, lui, ce qu'il veut voir, c'est sa sécurité. En vrai, la question, elle est très simple. C'est, imagine, tu pètes un câble, tu es incapable de rembourser. Est-ce qu'il peut aller récupérer l'argent ? Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tu vois, quelle est la probabilité que cette personne, voilà, pète un câble, d'accord ? Donc, en fait, il y a différents indicateurs. Par exemple, quelqu'un qui joue au casino ou on voit des retraits et des consommations de luxe chelous, qui ne gère pas bien ses comptes, la probabilité que cette personne pète un câble, déjà, elle n'a pas l'air très stable au niveau bancaire. Donc peut-être qu'elle va péter un plomb et du coup, statistiquement, elle est plus à risque. Est-ce que son historique d'emploi est stable ? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui, ces 3 dernières années, a bien travaillé ? Ça, elle le voit à travers les avis d'imposition. Tout ça, voilà, tout ça, ça va être vérifié. Et ça, c'est le genre de choses que le banquier veut voir, d'accord ? Il s'en fiche de votre cash flow. Franchement, honnêtement, le banquier, il capte pas le cash flow. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Lui, ce qu'il veut voir, c'est combien les loyers en longue durée, quel va être le montant des loyers en longue durée, et avec une attestation d'agent immobilier. Si vous dites « ça va être ça comme loyer », mais vous n'avez même pas pris d'attestation d'agent immobilier, en fait, c'est raté. Enfin, vous venez, mais il dit « ok, mais d'où viennent tes chiffres ? D'où viennent tes chiffres ?» Les estimations aussi post-travaux. Quelle va être l'estimation du bien immobilier après travaux selon plusieurs agences immobilières avec différents documents pour attester de cela. En fait, il y a plein de choses à réfléchir et lui, en fait, il a une autre logique que la logique d'investisseur en mode cash flow, rentabilité. Ça, le banquier, je te jure, il ne nous a jamais posé la question de la rentabilité d'un bien qu'on lui a présenté. C'est une question qui ne se pose pas. D'accord ? Il va juste regarder combien d'argent qui va rentrer, combien d'argent il va sortir. Ok, ils vont être à l'aise pour payer les loyers. Et si jamais il n'y a pas de locataire, est-ce qu'ils sont toujours capables avec leurs revenus, leurs économies, ou est-ce qu'ils ont du patrimoine pour qu'on puisse récupérer de l'argent ? Oui, ils peuvent. C'est bon. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Donc, la troisième chose que je ferai, c'est de vérifier que votre dossier il est vraiment bien, d'accord, bien présenté, et que vous n'en dites pas trop non plus. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites dans un dossier. Ce n'est pas du mensonge, c'est juste... je sais pas comment te dire, tu vois, c'est comme si tu te fais belle pour aller voir un mec, tu vois, t'es pas obligé de lui montrer la cicatrice que t'as dans le dos en montrant un dos nu, tu vois, non, t'es pas obligé, tu vois, tu peux justement cacher ta cicatrice en portant un habit normal, c'est pas du mensonge, tu vois, c'est pas parce que t'as un habit que t'as aucune cicatrice en dessous de ton habit, tu vois, je dis n'importe quoi, mais je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais en gros, c'est ce que je veux dire, c'est que vous présentez les choses qui vont vous mettre en avant, c'est pas du mensonge, d'accord, c'est juste vous organisez les choses, et peut-être qu'il y a certains éléments qui n'ont pas besoin d'être dites, d'accord ? Si jamais vous êtes en mode sur le point de vouloir vous reconvertir et arrêter votre travail dans 6 mois, alors que techniquement sur le papier vous êtes toujours employé, mais pourquoi vous lui racontez ça ? Il n'y a pas besoin de lui raconter ça, d'accord ? Vous racontez les choses vraies, d'accord ? Donc la vérité, mais que le banquier va, entre guillemets, apprécier et va avoir envie de défendre votre dossier. Jamais de la vie, on a dit qu'on allait quitter notre travail quand on allait chercher le financement de notre 3e immeuble. Jamais de la vie. Pourquoi faire ? Voilà. Donc ça, c'est le 3e point. Maintenant qu'on a vérifié le dossier, qu'il était bien présenté, qu'il était correct, la 4e chose, c'est le déroulé des rendez-vous. Alors, la question que j'ai envie de poser à Julie, c'est comment se sont passés tes premiers rendez-vous ? D'accord ? Parce que tu m'as dit que tu avais eu un premier rendez-vous, des rendez-vous en juillet où ils avaient l'air de dire oui, c'est génial, machin, on va vous suivre. Et que là, tu te retrouves à faire effectivement des rendez-vous. Et là, ils te demandent des choses qui te déçoivent par rapport au rendez-vous précédent que tu avais eu. La question, ce qui est intéressant de se poser, et c'est ce qu'on fait aussi systématiquement, même avec les membres, c'est après la première salve de rendez-vous, peut-être que tu en as fait 3, quels sont les points où tu sens qu'en face, le banquier tique ? C'est-à-dire, il se dit « Ah, ce point-là, ok. Ah, ok. Ah, ok. » Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a des moments dans votre discours, dans votre façon de présenter les choses, il y a un moment où tu sens qu'il bug et qu'il commence à te poser des questions sur un point. Et ça, c'est super intéressant d'observer, en fait,
quel est le moment dans le rendez-vous qui a, entre guillemets, fait basculer les choses. Ok ? Mais ça, c'est vraiment du ressenti parce que souvent, le banquier, il dit pas la vérité. Le banquier, il va pas te dire non, en fait, c'est parce qu'il y a des virements bizarres ou parce que tu as un compte Revolut, en fait, du coup, on ne te finance pas. Non, il va pas le dire comme ça, en fait. D'accord ? Ça va être il va pas le dire, il faut que tu arrives à le ressentir, tu vois. Alors après, des fois, sur certains cas, ils vont le dire clairement. Ils vont dire, écoutez, vous n'avez pas assez d'épargne résiduelle après votre projet. C'est-à-dire que, en fait, votre projet... vous allez mettre toute votre épargne dedans. Après, vous n'avez plus aucun épargne résiduelle, c'est-à-dire d'épargne restante pour avoir les reins solides. Donc, du coup, on ne peut pas vous suivre. Voilà. Mais en tout cas, ils vont peut-être dire quelque chose. Après, ce qu'ils disent, il faut le prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que si jamais ils vous disent « c'est votre taux d'endettement », en gros, ils n'ont juste pas envie de faire une exception pour vous. C'est tout. Ça ne veut pas du tout dire que c'est votre taux d'endettement qui bloque, parce que des taux d'endettement qui sont dépassés, il y en a tous les jours. Donc, voilà. Méfiez-vous de cette fausse excuse. Essayez de creuser. Donc, moi, ce que j'invite, c'est que pendant le rendez-vous, vraiment, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui bloque. Essayez que le banquier rentre en sympathie avec vous pour que si jamais il a un refus, qu'il vous explique pourquoi. Quels sont les éléments du dossier qui font que ça pourrait être mieux. D'accord ? Donc ça, c'est un peu les autres choses. Et il faut aussi vérifier que vous faites les rendez-vous avec les bonnes personnes. Parce que nous, typiquement, moi, je me rappelle pour le financement du 4e immeuble, Cyril, pour certains rendez-vous, il m'appelait en sortant du rendez-vous. Et je m'en rappelle encore, ça me fait sourire. Il y a un banquier d'une banque, on ne dira pas le nom, qui a dit carrément pendant le rendez-vous à Cyril, qui lui a dit « Écoutez monsieur, laissez tomber. Non mais de toute façon, vous ne trouverez jamais personne qui vous financera. » Et en fait, bref, pour la petite histoire, en plus, le banquier faisait lui-même de l'investissement à son propre compte. Et il a dit à Cyril « même moi, je ne pourrais pas me faire financer ça, donc laissez tomber, vous n'allez jamais vous faire financer ça. » Et Cyril, il est sorti du rendez-vous. Alors heureusement, il a de l'expérience. Il m'a appelé et il m'a juste dit j'avais juste pas le bon interlocuteur en fait. Le mec en face, il n'était pas assez compétent pour mon projet. C'était pas le bon profil de banquier. Donc peut-être, c'est une question, est-ce que vous vous êtes retrouvé en face de la bonne personne ? Et évidemment, Cyril a trouvé le financement bancaire dans une autre banque. Mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez avoir un discours d'un banquier qui va être A, et puis vous allez voir une autre banque et elle va vous faire le discours B. Et ça, c'est ça qui va être intéressant. Est-ce que vous avez trouvé la bonne personne ? Voilà. Et évidemment, j'espère que vous arrivez au rendez-vous bancaire avec tous les documents. Moi, j'aimerais bien vérifier de la liste de tous les documents que tu prends avec. Nous, on aime bien venir avec un petit classeur, avec tous les documents imprimés, en mode hyper organisé, tout sur un drive nickel pour que dès qu'il y a un document pendant le rendez-vous qui manque, tac, tac, hop, je vous l'envoie par mail et en 1 minute, c'est réglé. En gros, de se montrer, en tout cas au banquier, que vous allez être un dossier, mais facile à traiter parce que vous êtes tellement réactif, vous êtes tellement organisé qu'il ne va pas se taper des journées à devoir vous renvoyer des relances pour avoir tel document et tel document et tel document. En fait, ça, c'est la plaie pour un banquier. Enfin, t'as tellement pas envie de t'occuper de ce genre de dossier avec des gens qui n'ont pas les papiers. Enfin, bref, l'horreur. Donc ça, faudrait vérifier. Donc ça, c'était vraiment la 4e étape, c'est de checker ce déroulé. Et même, en fait, quand on est en coaching avec des coachs financement bancaire, en fait, c'est le genre de choses où ça peut arriver qu'au bout de 3-4 rendez-vous, on se sent un petit peu bredouille et on peut refaire un point et refaire des modifications sur le dossier pour essayer de l'améliorer. Ok ? Donc ça, c'était la 4e étape. Et ensuite, la 5e étape, c'est de sécuriser un premier prêt. Alors honnêtement, tu vois, quand je lis ce que tu m'as écrit, Julie, tu as expliqué que c'était un projet à 190 000 € d'acquisition, 90 000 € de travaux. Donc ça fait 280 000 € au total. J'espère que tu as inclus les travaux dans ton enveloppe d'emprunt. 40 000 € d'apport, je ne trouve pas ça déconnant. C'est pas mal pour quelqu'un qui se débrouille seul et qui n'est pas un expert en financement bancaire et tout ça. C'est pas mal, 40 000 € d'apport pour un projet à 280 000 €. C'est à peu près 15%. Enfin, je sais pas, je fais un petit calcul un peu au pif. C'est pas non plus Ah non, c'est même pas 15%, c'est même moins. C'est peut-être 12% d'apport. En fait, honnêtement, Julie, ce que tu as trouvé, c'est pas si mal que ça. Par contre, là où j'aimerais essayer de bosser avec toi, si jamais t'étais dans notre club, là on essaierait de travailler peut-être sur le 25 ans. Ça pourrait être vraiment intéressant parce que comme tu m'as dit que t'avais que 3 appartes, vous n'êtes pas encore si endetté que ça. Donc moi j'aimerais bien bosser sur le 25 ans. Ça, on n'a pas parlé de la durée du prêt, mais en réalité c'est vraiment pas mal de prendre une belle durée de prêt.
Donc ça, voilà. Le taux à 3,35, ça me paraît pas déconnant. Différé partiel de 3 ans, honnêtement, c'est correct. Évidemment, le top du top, c'est un différé total, mais un différé partiel de 3 ans, je trouve ça OK. Moi, j'aimerais bosser aussi peut-être là-dessus. Mais en fait, ce qu'on fait en général, c'est que là, tu as obtenu un prêt. Si l'affaire, elle est vraiment bonne, 40 000 euros d'apport pour un projet à 280 000, ben en fait, c'est plutôt pas trop mal. Moi, je dirais oui au banquier et j'accepte ce prêt. Mais attention, j'appelle ça en fait le verrou de sécurité. C'est-à-dire que ce prêt va être ton verrou de sécurité, mais rien ne t'empêche d'aller démarcher d'autres banques pour essayer de trouver mieux que ce prêt-là. Mais l'erreur typique que les gens font en temps normal, c'est ils se disent « ouais, ça ne me convient pas, je vais aller voir d'autres banques », mais elles oublient d'accepter la première offre qu'elles ont eue. Du coup, tu vas commencer à faire d'autres rendez-vous bancaires, et puis mi-septembre, ça se trouve, tu ne vas rien trouver de mieux. Je ne sais pas, mais peut-être que tu trouveras mieux, peut-être que tu ne trouveras pas mieux, peu importe. Même parfois, tu vas trouver mieux, mais au moment de l'édition du prêt, tu auras un problème et du coup, tu vas te retrouver sans aucun prêt. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que j'accepterais celui-là. Tu vas chercher mieux et comme ça, tu vas voir les banques en sachant qu'au pire du pire, tu as déjà un premier prêt. D'accord ? Ça te met dans une autre posture. Vraiment, c'est important en fait. Ça on l'oublie systématiquement parce que ce qui se serait arrivé, c'est que tu aurais continué à faire des rendez-vous bancaires et puis imagine mi-septembre, tu te retrouves sans prêt, bredouille. Là, tu rappelles le conseiller qui t'avait proposé l'offre avec les 40 000 euros d'apport. Et puis en fait, tu te rends compte, en fait, il a changé de banque, il a changé d'agence début septembre. Ah, puis tu dis, mince, zut, il est passé où ? En fait, voilà, t'as plus de prêt. Voilà, t'as plus de prêt du tout, tu te retrouves bredouille. Alors que si c'était vraiment une bonne affaire, franchement, même avec 40 000 euros d'apport, tu y vas. Tu vois ? Évidemment, c'est pas l'idéal, d'accord ? Mais si tu as fait le choix d'investir seule et te débrouiller toute seule, c'est déjà pas mal. D'accord ? Pour quelqu'un qui fait ça seul. Donc, voilà. Moi, ce que je te propose, c'est de faire ça. C'est t'acceptes ce prêt-là et tu vas chercher mieux maintenant dans la 6e étape. Parce que c'est comme ça qu'on fait systématiquement. On sécurise avec un premier prêt qui est correct. Honnêtement, ton prêt, je le trouve correct, en espérant qu'il y ait des travaux dedans. Et ensuite, tu t'amuses à chercher mieux. Pourquoi pas essayer de chercher du 25 ans ? Franchement, ça, ce serait le top du top. L'apport... Un chouïa moins, mais honnêtement, limite, je préfère du 25 ans avec un petit peu plus d'apport. Bon, je ne sais pas quel est ton argent que tu as de côté. Évidemment, il faut emprunter tous les travaux, ça c'est évident. Et le taux, franchement, moi je m'en fiche, que ce soit 3,35 ou 3,45, c'est du détail. Vraiment, c'est du détail. Concentre-toi plutôt sur la durée, 20 ans, plutôt 25 ans, c'est encore mieux. Différé total, ça c'est le top du top. Parce qu'en fait, le différé total, il faut comprendre un truc. C'est que 40 000 euros d'apport. Je vais vous faire un calcul très très rapide parce que c'est encore important que vous compreniez ça. 40 000 euros d'apport, ok, que tu mets à l'instant T par rapport à un différé. Ton différé total, donc sur, on va dire 280 000, allez, 250 000, donc ça va faire 1 500 euros par mois de mensualité. Voilà. 1 500 euros par mois. Si tu arrives à avoir un différé total de 3 ans, allez, non, 2 ans, soyons pas trop gourmands, 2 ans de différé total, ça fait 1 500 euros par mois fois 24 mois. Donc, on arrive à donc 1500 fois 24 mois, ça fait 1000... attends, je fais le calcul dans ma tête rapide. Ça fait 24 000, ça fait 36 000 euros. En fait, c'est ça. Si tu arrives à négocier un différé total de 2 ans, c'est grosso modo, tu vas réussir... Alors, peut-être que tu as le temps des travaux et tout, j'exagère un peu, mais en tout cas, tu économises la mensualité. J'ose espérer, parce que bien sûr, tu auras plus de loyer que ta mensualité, j'espère que tu auras bien fait ton truc. Tes 40 000 euros, en fait, tu les récupères. Tu les récupères en 2 ans, avec un différé total de 2 ans. En fait, il faut comprendre que le différé total, c'est l'équivalent d'un apport. C'est la même chose, en fait. Donc, tu vois, même si tu mets 40 000 euros d'apport, mais que tu récupères tes 40 000 euros sur les 2 premières années, en fait, c'est transparent. C'est quasiment du sans-apport, finalement. Donc, c'est ça que je veux dire. Alors, évidemment, le jackpot du jackpot, c'est de ne pas mettre d'apport et avoir les 2 ans de différé total. Là, c'est carrément... tu renfloues tes caisses et tu te recrées de la trésorerie et c'est génial, génial, génial. Mais voilà, c'était juste pour te faire réfléchir sur ce que tu avais déjà trouvé. Sur ce, en tout cas, j'espère que ça a pu aider Julie et peut-être ça vous a fait réfléchir aussi sur la façon de fonctionner quand on coach au niveau d'un prêt, comment on fonctionne. Vous voyez que c'est pas si simple. Il faut vraiment comprendre que sur Instagram, je peux pas du tout répondre comme ça à l'arrache
à une question comme ça parce que c'est trop complexe. C'est 1000 fois trop complexe. Voilà, je sais pas comment te dire, quoi. C'est comme si tu envoies un message à un docteur en mode j'ai mal au ventre et j'ai mal à la tête. Vas-y, tu peux me dire ce que j'ai, tu vois. Bah oui, bah non, c'est pas si simple. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.